Business, c'est le podcast qui parle de NFT, mais surtout de la façon dont ils vont impacter votre business. Notre podcast vous aide à comprendre les défis et à saisir les opportunités, car oui, le monde de demain a besoin d'entrepreneurs comme vous. Nos invités sont des bâtisseurs, ceux qui construisent les entreprises de demain. Je suis Claudia Loma, experte en transformation des médias, et je présente ce podcast avec Benjamin Boutins-Spark, artiste et consultant NFT. Notre invité aujourd'hui s'appelle Diego Meyasu et il a commencé sa carrière sur des projets blockchain corporate chez Capgemini, qui est un immense groupe de services en informatique. Et il a ensuite travaillé chez Nomadic Lab, qui est le laboratoire recherche et développement de la blockchain Tezos. Et il est aujourd'hui consultant Web3 et il va nous expliquer en quoi tout cela consiste. Donc oui, Diego, ça serait vraiment chouette pour nos auditeurs d'expliquer en quoi et comment tu peux accompagner les entreprises sur différents projets blockchain ou NFT, vraiment en essayant de se mettre à la place de l'entrepreneur ou du CEO d'une industrie quelconque qui se pose des questions et qui se demande comment il va y aller. Donc, je pense que tu es la bonne personne pour nous parler de tout ça, du pourquoi et du comment. Je te donne la parole. Si tu pouvais commencer par te présenter et puis dérouler sur ce que tu fais aujourd'hui, ça serait super. Bonjour Claudia, bonjour Benjamin. Merci de me recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de pouvoir discuter de NFT, de Web3 de façon plus générale et justement de pouvoir regarder comment on peut aider les entrepreneurs qui veulent se lancer dans ce business. Donc mon activité aujourd'hui, elle consiste à accompagner des entreprises, qu'elles soient ce qu'on appelle crypto-natives ou non crypto-natives, donc qui viennent pas du monde du Web3, pour les aider notamment sur une partie stratégique et définir leur positionnement vis-à-vis de ces technologies pour pouvoir définir des modèles économiques et des positionnements qui soient viables sur le long terme et qui puissent définir les nouveaux usages du Web3. Est-ce que tu peux juste expliquer native, non native en donnant des exemples concrets pour que les auditeurs comprennent ? Bien sûr. Donc très simplement, ce qu'on appelle une entreprise non crypto-native, ça va être une entreprise qui vient pas du monde du Web3, mais qui va s'y intéresser. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse notamment des zooms sur les industries de l'art, du gaming et aussi du luxe, qui sont parmi les premières industries, avec forcément évidemment le secteur financier, les premières entreprises qui se sont intéressées au Web3 et qui s'y intéressent aujourd'hui. Et ensuite, ce qu'on va appeler les entreprises qui sont crypto-natives, ça va être tous les projets dont le cœur de métier concerne des activités qui se déroulent entre guillemets sur le Web3, donc qui vont éditer des NFT, proposer des solutions technologiques basées notamment sur la technologie blockchain. Oui, des entreprises qui se sont même fondées dès le départ sur un business plan, sur un projet crypto ou un projet blockchain, NFT, etc. dès le départ. D'ailleurs, dans l'Internet, je me souviens, avec l'émergence de l'Internet, il y avait ce qu'on appelait les pure players. Donc les pure players, c'est-à-dire les entreprises qui étaient directement fondées sur un business Internet. Donc ça, effectivement, ouais, c'est important de le dire. Donc toi, tu es approché par des entreprises qui sont natives dans cette industrie-là et qui voudraient tes conseils pour monter un business, créer une infrastructure, etc. Voilà, souvent, il va y avoir des enjeux liés, par exemple, au financement du projet. Donc, le Web3 propose des nouveaux moyens de financement via les ICO, via des lancements de collections de NFT qui vont permettre à une communauté de se créer et à un projet de se financer. Mais il y a également tous les moyens plus traditionnels comme des levées de fonds via des fonds d'investissement en venture capital et donc qui nécessitent toute une méthodologie sur lesquelles souvent les projets vont avoir besoin d'aide et aussi toute une partie liée à une stratégie commerciale qui doit être nécessairement définie comme elle doit l'être sur n'importe quelle activité et où l'on va définir un profil type d'utilisateur, identifier quels sont les moyens que le projet, la solution va pouvoir mettre en place pour les adresser. Et donc toutes ces méthodologies entre guillemets classiques
du business s'applique évidemment au business du Web3. Et ça, c'est quelque chose que tu fais, accompagner aussi les entreprises pour les levées de fonds? Alors, évidemment, ça va dépendre des projets parce que on va retrouver des entreprises crypto-natives qui vont vouloir utiliser tous ces nouveaux moyens de financement et donc pour lesquels peut-être une levée de fonds entre guillemets classique sera pas forcément pertinente, notamment parce que on retrouve un concept dans le Web3 qui fait que les utilisateurs peuvent devenir également les financeurs. Et donc selon le type de projet que l'on va avoir, par exemple si on a une solution ou une plateforme de NFT qui veut réunir une communauté large, une communauté grand public et notamment des utilisateurs qui sont encore une fois non crypto-natifs, et ben ces utilisateurs ils vont être surtout intéressés pour entrer sur le projet mais en tant qu'utilisateurs et pas nécessairement en tant que financeurs. Et donc cette portée grand public va rendre pertinent le fait de vouloir se financer par des biais plus classiques et notamment des fonds d'investissement. Oui, mais ça, c'est vraiment important que tu en parles parce que je pense que les gens ont entendu parler des fameuses ICO, Initial Coin Offering. Donc, c'est une sorte d'entrée en bourse, si on veut faire simple, mais on rentre pas vraiment en bourse. En fait, on ouvre son capital au grand public qui peut acheter, non pas des actions, comme avant dans la bourse, mais acheter des tokens. Et ces tokens représentent une participation au succès de l'entreprise ou une participation à des produits, etc. Ça, tu pourrais nous expliquer parce que c'est vraiment une partie de la révolution du Web3, une partie de la révolution de la crypto, c'est qu'on peut émettre des tokens, donc sur une blockchain. Ça coûte franchement pas grand-chose. Après, il faut le faire savoir, il y a la communication, la publicité, marketing, etc. Et les gens peuvent acheter des tokens et participer au succès de l'entreprise. Et finalement, l'argent afflue dans le capital social de la boîte et la boîte peut se financer comme ça. Donc ça, c'est vraiment génial. Oui, et pour rebondir là-dessus, Diego, ce qui serait chouette, c'est que tu expliques, parce que moi, j'ai une grande question quand même. Émettre des tokens, les vendre, ok, à qui, comment? Parce que finalement, s'il n'y a pas de communauté, comment fait-on? Et comment fait-on une communauté? Bah forcément, là, on va retrouver différents procédés. On va peut-être chercher à vouloir rendre tout de suite public la vente de ces tokens qu'on a émis. Et donc, on va chercher à référencer le token sur des plateformes sur lesquelles on va retrouver un grand nombre d'utilisateurs et qui vont nous permettre de faire la promotion de ce token via une communauté qu'on aura créée sur des réseaux sociaux, sur un Discord, sur Instagram, sur voilà tous les réseaux sociaux qui existent. Souvent, on a des modes qui sont un peu hybrides où on va retrouver une communauté de ce qu'on appelle de early adopters, donc la communauté de base du projet à qui on va donner un accès privilégié à cette émission de token. On va faire ce qui s'appelle des whitelists, donc donner accès de façon privilégiée à une communauté pour prendre part au projet et le financer. D'ailleurs, il y a un aspect qui est assez intéressant également dans cette prise de participation, c'est que cette émission de token, elle peut aussi concerner à la fois le financement, mais aussi l'usage de la solution. On va retrouver un token que l'on va émettre et qui va donner accès à la solution, à la plateforme que l'on est en train de développer. Et donc, ça va potentiellement un petit peu plus loin que lorsque l'on émet des actions classiques qui ne sont qu'un titre de propriété de part de l'entreprise. Là où lorsque l'on émet des tokens, il y a différents usages qu'on peut accoler à ces tokens pour les rendre aussi attractifs. Mais c'est ça, et en fait, tu as raison, d'ailleurs, je viens d'y penser, finalement, on n'est pas obligé, quand on est une jeune entreprise, une start-up, d'ouvrir son capital social pour faire entrer des actionnaires. En fait, justement, la magie du truc, c'est que alors, il suffit d'émettre des tokens, de dire ces tokens-là, en revanche, vous donne un accès privilégié à mon produit, vous donnera, je sais pas, un discount, un accès à un club, un accès en avant-première de mon produit, à des etc. expériences. À des expériences, par exemple, dans mon entreprise, enfin, avec mes produits, mais pas du tout ouvrir le capital social, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, quand on entrait en bourse, on ouvrait son capital aux actionnaires, finalement. Ouais. Et après, tout l'enjeu va concerner aussi le périmètre que l'on associe à ce token. Est-ce que véritablement ce token il donne des parts dans l'entreprise? Est-ce qu'on va redistribuer une partie des bénéfices aux détenteurs du token? Ce qui est intéressant, c'est toute cette flexibilité qu'il y a autour de ce mode de financement. Et
il y a une notion qui est assez importante aussi et à comparer avec une émission d'action, c'est que lorsque l'on crée un token dans un objectif de financement, on rend cet équivalent d'action beaucoup plus liquide et on va avoir beaucoup plus de facilité à le diffuser. Donc la liquidité qu'on va avoir autour de ces titres de propriété en quelque sorte va être beaucoup plus importante que lorsque l'on parle d'actions classiques ou lorsqu'on fait une levée de fonds via une émission d'actions, on doit intégrer un notaire, des comptables, des avocats. C'est un processus qui est long et assez fastidieux, là où l'émission de tokens peut se faire très facilement et la diffusion de ces tokens très facilement également en touchant potentiellement des investisseurs partout dans le monde. Qu'est-ce qui fait que c'est plus agile et plus fluide? C'est parce qu'il n'y a pas de tiers de confiance? Exactement. Okay. Là, on se base sur les propriétés de base de la blockchain qui font que une partie et une autre n'ont pas besoin d'avoir un tiers de confiance pour gérer et valider l'interaction entre les deux parties. Oui, et puis c'est mondial. On peut faire un appel mondial à tous les pays du monde en disant si vous voulez participer, acheter des tokens de ma startup, c'est évidemment un système indexé sur la blockchain. Donc le monde entier peut y participer pour autant qu'on ait simplement un wallet et un peu de tokens, un peu d'argent dessus. Oui, donc si on fait le parallèle avec la blockchain, avec la vraie vie, en fait, le token est l'équivalent de l'action que je pourrais acheter via ma banque ou via peu importe quel tiers de confiance. Mais en fait, là, la vente se fait en direct, en temps réel, sans horaire finalement. Donc, je peux le faire à 3h du matin entre moi et un Chinois ou moi un type à New York. Il y a cette notion de plus grande flexibilité sur ce que l'on associe au token, là où le token, encore une fois, peut devenir un moyen d'accès au service qui est proposé par l'entreprise. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. On va retrouver par exemple une formule qui est adoptée par beaucoup de projets dans la sphère naissante des NFT, qui est de dire on a un projet, on va réfléchir à une roadmap de développement, on va développer un certain nombre de solutions, un certain nombre de services, et petit à petit, à mesure que notre communauté va grandir, on va pouvoir financer chacun de ces développements grâce aux nouvelles émissions de NFT, et les nouveaux membres de la communauté vont permettre de financer ces développements-là et également en prendre part. Ok. Moi, je voudrais rebondir sur autre chose. Les NFT, tout le monde en parle. On sait évidemment que le premier business qui a été impacté, c'est tout le secteur de l'art. Ça fait des grosses couvertures de presse avec des gros montants. Moi, je voudrais que tu nous expliques un peu comment tu vois l'avenir des NFT et aussi comment on va sortir du secteur de l'art, comment ça va impacter d'autres business. C'est intéressant d'expliquer aux auditeurs qu'en fait les NFT, ce ne sont pas que des CryptoKitty, ce sont aussi, et c'est avant tout une technologie sur laquelle on vient plugger des usages. Et donc peut-être effectivement parler du secteur de l'art, bien sûr, parce que c'est là que tout est né, mais sortir un peu de ça pour que les gens comprennent jusqu'où ça va. Bien sûr. Pour le secteur de l'art, le NFT, c'est un moyen technique qui va permettre de sécuriser et de valoriser souvent une œuvre qui va être digitale. Et pour moi, la vraie opportunité pour le secteur de l'art, c'est que grâce au NFT, on va pouvoir diffuser et faire la promotion de ses œuvres et de son art et de ce qui nous caractérise en tant qu'artiste beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus sereine qu'auparavant. Et donc là, j'aimerais bien faire une distinction entre l'art entre guillemets spéculatif et les démarches véritablement artistiques qui sont en train de naître, notamment grâce à toute cette industrie qui est en train de se créer autour de NFT, et mettre en avant les dynamiques de création et de promotion que l'on va retrouver sur ces artistes qui veulent utiliser le NFT en tant que moyen technique pour promouvoir leur création à travers différents médiums. Et là, il y a une notion qui est très importante, c'est comment est-ce qu'on fait pour mettre en valeur et mettre en avant nos créations
nos créations digitales. Et là, le NFT, la technologie du NFT va être complémentaire avec d'autres technologies, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, le métaverse. Ouais. Mais ça, justement, je vais t'amener à parler du gaming et du métaverse, mais comme disait Claudia, le NFT dans l'art a fait comprendre à tout le monde, a fait comprendre aux observateurs que ce qu'était un non-fungible token, c'était un token absolument unique. Et quand on parle d'art, tout le monde comprend l'unicité. Une œuvre d'art, par définition, c'est unique. Un artiste n'est pas un autre, une œuvre n'est pas une autre. Donc, et j'ai bien senti que là, on va parler maintenant de l'industrie. Comme disait Claudia, le NFT maintenant s'applique dans beaucoup d'industries. On peut commencer par le gaming, qui est déjà une industrie, certes ludique, mais enfin une véritable industrie. On parlera après du luxe, etc. Mais ça, c'est toi qui vas nous en parler. Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que le NFT artistique a fait comprendre l'unicité du NFT. Et en fait, l'unicité d'un NFT, pour les affaires, c'est intéressant. Pour les startups, pour le monde, pour l'industrie en général, c'est intéressant d'émettre des tokens uniques qui représentent soit un service unique ou une relation particulière avec cette entreprise. Donc tu parlais des métaverses, du gaming. Je suis curieux de savoir, je crois savoir que tu es approché par des projets dans cet univers. Est-ce que ça se présente bien selon toi? Ces projets vont voir le jour rapidement ou il y a quand même beaucoup d'obstacles, je pense? Évidemment, il y a beaucoup d'obstacles. Je pense que la notion, le terme qui revient beaucoup en ce moment, c'est la notion de métaverse. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que aujourd'hui, quand on parle de façon globale du métaverse, on parle en fait d'une technologie, de quelque chose qui à l'heure actuelle n'existe pas et qui est l'internet de demain, qui serait incarné de façon physique mais dans le digital, qui serait complètement ouverte à des entreprises, à des utilisateurs, etc. Cette notion de metaverse telle qu'elle est présentée là n'existe pas. Et aujourd'hui, on a affaire à différents métaverses qui sont développés par des entreprises et par des projets, et sur lesquels on va essayer de développer des usages qui sont certes très intéressants aujourd'hui, mais les entreprises aujourd'hui, elles s'intéressent au metaverse surtout dans une optique d'image, mais aussi d'anticipation de ce que sera le business de demain et les interactions que les entreprises vont avoir avec leurs consommateurs dans ce nouveau monde que sera le métaverse. Et donc on va retrouver des entreprises de différents secteurs qui s'intéressent au métaverse. Les pionnières pour ça ont été les entreprises du luxe, qui ont tout de suite compris l'opportunité qui existait à travers ces nouvelles applications pour notamment toucher un nouveau public en créant des pièces de collection, des pièces à porter, à incarner sur un avatar dans le métaverse, qui sont notamment un moyen de toucher un public potentiellement plus jeune, mais aussi de montrer qu'elles sont pionnières dans les nouvelles technologies et dans les usages de demain. Oui, tu as raison de mentionner ces grandes marques du luxe qui sont allées à fond dans le métaverse, en fait à fond dans le digital, et ça m'a moi-même surpris parce que c'est quand même une industrie que l'on dit un peu qui a un aspect éternel comme ça, inscrit dans le passé, inscrit dans une longue tradition, et on s'est dit tiens, ce sera en tout cas pas le luxe qui va nous épater. Et en fait oui, le luxe nous a étonnés parce que au lieu d'y aller progressivement dans le NFT en accolant par exemple un certificat NFT à une robe classique, à une œuvre d'art, enfin à un bijou classique, eh bien ils sont carrément allés dans le double digital. Et j'ai vu ce qu'ont fait Balmain, LVMH, des grandes marques. Ils ont tout de suite dit non, nous on va pas aller à mi-chemin. On va directement proposer un double digital de nos créations, robes, bijoux, etc. Même dans le vin, même dans les spiritueux, j'ai vu que ça arrive. Et c'était donc une création purement digitale avec laquelle on peut soit jouer dans le métaverse en fait, parce que il y a un aspect très gaming, soit sur lequel on peut spéculer finalement. Hein. On peut avec son NFT, on peut l'amener sur OpenSea, on peut l'amener sur une autre place de marché, et on peut donc revendre l'objet de luxe virtuel que l'on a acheté. Donc ça, c'est un business model que tu vois pérenne dans le temps. Tu penses que ça va s'installer, ça va exploser en 2022, ou comment tu vois ça?
Mais j'aimais bien ce que tu disais, Diego, je t'interromps, j'aimais bien ce que tu disais quand tu disais qu'en fait, aujourd'hui, c'est comme un grand terrain de jeu où ces marques qui ont beaucoup d'argent peuvent se permettre de lancer des projets. Parce qu'on a l'impression que ce que tu dis, c'est un grand terrain de jeu, elles y vont et elles construisent les codes et le business de demain. Et en fait, elles testent un peu les limites de ce qui est possible ou pas et de la réceptivité des nouvelles audiences, en fait. Là-dessus, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les grandes marques de luxe sont depuis de nombreuses années pionnières justement dans l'exploration de ces nouveaux usages que propose notamment la blockchain. Et pour illustrer ce pont avec le métaverse et tous ces nouveaux use cases, je voudrais utiliser l'exemple d'une entreprise qui s'appelle Ariani, qui justement propose des certificats d'authenticité pour des objets de luxe entre guillemets classiques, physiques, des sacs à main, etc. Et qui va proposer d'inscrire l'authenticité et l'unicité de ces objets physiques à travers l'émission d'un NFT sur la blockchain. Et c'est intéressant de voir que justement leur modèle a un peu shifté. Initialement, ils proposaient simplement de faire de la traçabilité et de l'authentification via la blockchain. Et depuis plusieurs mois aujourd'hui, ils ont un peu shifté de modèle et ils ont proposé justement ce lien qui est fait avec la blockchain à travers un NFT pour justement permettre des ponts plus faciles entre le physique et le digital et en réalité de faire exister ces objets qu'ils authentifient et qu'ils tracent dans la vraie vie et les faire exister digitalement dans des métaverses, etc. Mais ça, j'aimerais bien que tu nous expliques, parce que moi, j'ai suivi l'expérience Ariani dont tu parles avec la marque Breitling, les montres, les fameuses montres Breitling, où il y a effectivement une sorte de puce qui est dans l'objet, dans la montre, qui est insérée dans la montre finalement, et qui émet un petit signal radio qui est capté par le téléphone, votre téléphone mobile, qui vous dit oui, vous êtes bien en présence d'une vraie montre Breitling qui a été authentifiée, etc. Et en plus, vous avez la preuve sur la blockchain, grâce à un NFT, vous avez la preuve que cette montre est unique, elle a un numéro, une traçabilité, etc. Mais toi, tu dis que ça va plus loin, c'est-à-dire que cette montre, on peut aussi, donc ce NFT, on peut le proposer sur OpenSea, on peut le revendre, ou on peut diffuser, enfin quand on revend la montre à un collectionneur, on peut aussi revendre ce NFT. Est-ce que tu as suivi cette expérience vraiment de près ? Alors justement, il me semble que aujourd'hui, ils en sont au stade d'exploration justement de ce lien qu'on peut faire entre l'objet physique qui est acheté et ensuite le titre de propriété NFT, et de voir justement comment est-ce qu'on peut faire vivre ce NFT dans une réalité digitale. Il me semble pas aujourd'hui qu'on ait la possibilité de vendre le NFT et ne pas vendre l'objet physique. Ce serait un peu bizarre de pouvoir faire ça. Mais aujourd'hui, il se concentre justement sur le fait de pouvoir représenter cet objet physique dans une réalité digitale et dans une réalité ouverte, tel que serait le métaverse, et de proposer ce titre de propriété à l'utilisateur. Et là, il y a des moyens techniques qui sont finalement assez faciles à comprendre, c'est-à-dire que la puce qu'on va insérer dans l'objet physique, elle va porter un genre de code comme sur une carte bleue, comme sur d'autres technologies de reconnaissance. On va coller ce code sur une puce, et on va utiliser ce code et l'insérer dans le token, dans le code qui est inscrit dans la blockchain sur le NFT, pour faire ce lien entre le physique et le digital. Cette solution technologique, elle est finalement assez simple. Ça implique d'avoir la technologie de puce qui soit efficace, qui fonctionne dans le temps, etc. Mais finalement, on arrive à créer ce lien entre le physique et le digital assez facilement. Et c'est véritablement la blockchain et le NFT qui permet de faire ça sereinement, et qui permet ensuite d'ouvrir les usages et de dire j'utilise la solution Ariani pour générer mon NFT, authentifier mon objet. Je vais pouvoir intégrer le NFT qui est généré par Ariani dans d'autres applications qui ne sont pas gérées par Ariani, et la blockchain servira de socle technologique pour porter cette confiance et porter la certitude que oui, cet objet existe, oui, j'en suis le propriétaire, et oui, je peux l'utiliser. Oui. En fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a la blockchain, et puis au-dessus, il y a des applications qui viennent se
plugués, j'ai envie de dire, qui viennent se créer, qui permettent des usages. Comme aujourd'hui, par exemple, Instagram est plugué sur le web, le Facebook, Google, et donc il y a toute une série d'industries qui vont devoir se construire sur la blockchain. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est confronté à des gens qui nous disent eh ben bon, moi, j'y connais rien à la blockchain, et qu'est-ce que je dois faire, comment j'intègre ça dans mon business. Et en fait, nous, ce qu'on leur dit, et j'imagine que toi aussi, c'est de leur dire, mais la blockchain, c'est une chose. Le web, vous l'utilisez tous les jours, et vous ne savez pas comment ça fonctionne. En gros, il y a aujourd'hui un champ des possibles immense pour aller développer, et ça en off, et j'aimerais bien que tu développes ce côté de créer de la valeur dont on avait discuté, c'est assez intéressant. Et c'est valable dans les métaverses, puisque les métaverses sont aussi des usages. C'est qu'aujourd'hui, il y a un champ des possibles immense pour aller développer des business. Et quel type de business? Je reprends toujours l'exemple d'une copine qui est dans les assurances et qui me dit oui, mais bon, je vois pas comment je vais intégrer la blockchain dans nos usages. Et en fait, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut penser. C'est aller regarder le champ des possibles, regarder, analyser aujourd'hui le panorama en fait qui existe et aller créer de nouvelles applications. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que tu nous as parlé en off et c'est assez riche d'idées ce que tu nous as développé. Ouais. Ce qu'on s'était dit justement, moi c'était pour rebondir sur un post de Owen Simonin, alias Asher, de ce week-end sur LinkedIn, qui voulait faire la distinction, qui est très importante, entre des projets NFT ou blockchain de façon générale, qui veulent capter la valeur du marché, versus les projets qui veulent créer de la valeur sur ces industries. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces nouvelles technologies de façon tout à fait opportuniste pour essayer de capter justement cette valeur. Et donc, capter la valeur, ça va être profiter de la hype, mettre en place une stratégie de communication pour embarquer, créer une communauté, etc., sans pour autant proposer quelque chose de nouveau et sans pour autant proposer un usage qui a un intérêt pour les utilisateurs qu'on cible. Créer de la valeur dans le Web3, c'est réfléchir à l'usage que l'on veut créer, à l'application que l'on veut développer au-dessus de la blockchain et comment est-ce qu'on veut créer un usage qui a un véritable intérêt, qui livre un bénéfice pour nos utilisateurs. Voilà, un exemple très concret. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeux qui se développent autour d'un concept de play to earn, tous ces nouveaux usages liés à la blockchain dans le gaming. On peut peut-être, pardon, je te coupe parce qu'on peut peut-être expliquer ce qu'on appelle le play to earn. En fait, pour faire simple, mon play to earn, c'est des jeux gratuits sur lesquels on peut jouer et à chaque fois qu'on joue, plus on joue et plus on gagne de tokens. Le token du jeu vidéo, enfin du jeu du gaming. Et après ce token, on peut l'échanger contre d'autres tokens et éventuellement après le changer en euros et récupérer ça sur son compte en banque. Donc, c'est ce qu'on appelle le play to earn. Notre performance dans le jeu va nous faire gagner des récompenses qui sont représentées sur la blockchain et que l'on va pouvoir utiliser en dehors justement de la plateforme du jeu pour notamment les vendre si on veut sortir du jeu ou si on pense pouvoir gagner de la valeur sur ce jeu. Et quel est le business model de ces jeux alors ? Justement, le business model de ce jeu, pour les créateurs du jeu, ça va justement concerner tout ce qui va être autour du marché secondaire. Donc là on rentre dans le cœur du modèle économique du Web3, notamment dans le gaming. L'idée va être de créer une communauté, créer un usage et faire en sorte que les utilisateurs utilisent le jeu, gagnent des récompenses, créent des nouveaux tokens et qu'il y ait un intérêt extérieur qui s'ajoute sur ce jeu pour gagner en utilisateurs. Et l'intérêt pour les concepteurs du jeu, ça va être de faire en sorte qu'il y ait des échanges qui se passent au sein de la communauté autour de toutes ces récompenses qui sont gagnées dans le jeu, pour notamment permettre à des nouveaux utilisateurs de rentrer dans le jeu en rachetant des récompenses qui auront été gagnées par d'autres joueurs. Et en fait, à chaque échange qui va avoir lieu sur ce qu'on appelle ce marché secondaire, il va y avoir une partie de la valeur qui est échangée qui va revenir aux concepteurs du jeu
de façon équitable et de façon clairement définie dans ce qu'on appelle le smart contract, qui est grossièrement le programme qui gère les interactions entre les utilisateurs et les échanges qui ont lieu au sein de la communauté. Et qui définit les règles. Oui. Et qui va redistribuer une partie de la valeur selon ce qui est défini. Donc 2% pour le créateur du jeu, 2% pour le designer, etc. Ouais, sur les échanges. En fait, ce que tu dis, c'est typique et emblématique de la révolution de la crypto-monnaie, la révolution de la blockchain. C'est qu'avant, un jeu vidéo, un film, disons une création, on le vendait au public. Une fois que le public l'avait acheté, il en avait la jouissance totale et plus rien ne se passait. Le business model était hyper simple. Je vends un produit, tu me l'achètes, merci, au revoir et merci. Maintenant, ici, c'est tout l'inverse maintenant, avec le Web 3. Et les tokens, c'est ce jeu, tu ne me l'achètes pas, je te le propose en libre accès, tu en as la libre disposition. En revanche, je te demande d'y participer, d'y jouer et d'interagir avec la communauté. Ça peut être acheter des skins, c'est-à-dire l'apparence de son avatar dans le jeu. Ça peut être ensuite, oui, ça peut être de s'inscrire dans le métaverse en disant, bah, il y a d'autres événements au sein du jeu. Tu peux revendre tes petits personnages que tu as achetés. Je pense à Axie Infinity, qui est le jeu qui a marqué l'année 2021 sur le Play to Earn, qui a été extrêmement popularisé par les pays en voie de développement. Il y a les Philippines qui ont beaucoup utilisé ce jeu. Il y a des gens qui se sont fait beaucoup de compléments de revenus en utilisant ce jeu, en gagnant des tokens, Axie Infinity, qu'après on peut changer en Ether, changer en Bitcoin, changer en euros. Et donc ça, c'est un modèle économique, mais qui peut être foudroyant même pour toute l'industrie en général. C'est-à-dire que ça peut s'appliquer à vraiment tout le monde, en fait. Tout le monde peut imaginer émettre des tokens, créer une communauté, générer de l'expérience, des activités. Enfin, ça, c'est quelque chose que toi, tu proposes à tous les gens qui viennent te voir, les porteurs de projets? Dans un premier temps, moi, ce que je propose aux projets que j'accompagne, c'est toujours d'essayer, dans un premier temps, de prendre de la hauteur et de réfléchir ensemble à, déjà, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à tous ces enjeux-là? Quelle est la logique derrière? Qu'est-ce que concrètement vous recherchez à travers? Que l'idée est d'aboutir à un projet très concret. Dans ce cas, pourquoi vous voulez le faire? Quels vont être les usages intéressants et pertinents par rapport à votre activité, votre industrie, etc. Et définir une approche un peu stratégique qui devrait être alignée avec le reste de la stratégie de l'entreprise pour se positionner sur ces sujets-là. Après, il y a toute une introduction à faire sur justement ce dont on est en train de parler sur les nouveaux modèles économiques qui régissent le Web 3 et qui sont dans certains secteurs comme le gaming aujourd'hui clairement définis avec des initiatives, des projets comme Axie Infinity, comme d'autres, Blankos Block Party, d'autres jeux qui ont basé leur modèle économique autour de ces interactions liées au Web 3 et voir comment est-ce qu'on adapte le service que l'on veut développer, comment l'on adapte les opérations existantes de l'entreprise à ces nouvelles activités. Et une fois que l'on a cette direction et cette approche qui est clairement définie, on peut rentrer dans le détail de la stratégie d'implémentation. Et donc là, il sera notamment question de réfléchir à ce qu'on appelle la tokenomics, donc les règles que l'on va fixer en termes d'émission de tokens, de rareté, de modèle économique, comment on redistribue la valeur dans les échanges et essayer justement de trouver. Moi, ce qui m'intéresse surtout dans ces approches-là, c'est de trouver des usages qui sont véritablement intéressants. Parce qu'aujourd'hui, on est à un moment dans le développement de cette industrie où il y a énormément de projets qui nous précèdent, mais qui ont surtout cherché leur valeur et leur intérêt justement autour du concept d'utilisation de la blockchain. Donc Axie Infinity, par exemple, c'est un projet qui a fait énormément de bruit, qui a généré énormément d'échanges parce que c'était finalement le premier jeu blockchain, la première application de la blockchain dans un univers gaming et dans l'application du concept du play to earn. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant qu'on connaît ces usages-là, l'idée va être non pas de se concentrer sur la partie play to earn, la partie blockchain, mais de proposer un jeu
qui soit véritablement intéressant, avec des mécaniques de jeu qui soient intéressantes pour le joueur, des graphismes, toute la qualité de ce qui fait un jeu en tant que tel, mais où derrière on va retrouver une couche blockchain, une couche NFT. Et je pense que c'est quand on aura l'intérêt sur véritablement l'usage sur ce qu'est le jeu, par exemple, très concrètement, que là on verra exploser ces usages du Web3. Ouais. Moi, j'ai une question, enfin, j'ai une remarque plutôt, Diego. En fait, je viens du marketing et je viens de comprendre avec toi la différence des business models entre le Web.2 et le Web.3. En gros, le Web.2, je prends l'exemple de Facebook, l'usage est gratuit, on y va, on l'utilise tous les jours. Et en fait, le business model derrière ça, c'est la captation de la data et l'exploitation de la data. Donc, elle est triée, elle est collectée, elle est triée, elle est vendue, elle est exploitée. Sur le Web 3, les usages sont gratuits, même chose. En revanche, on développe des communautés, même chose que sur les réseaux sociaux. Mais le business model n'est pas la récolte de la data. Le business model est sur les usages qui se font dans cet écosystème, les échanges de valeurs sur lesquels, en fait, le créateur du jeu, enfin de l'écosystème, va toucher ce qu'on peut dire un royalties chaque fois qu'il y a un échange. Et donc, en gros, on garde sa liberté, son autonomie au niveau de ses datas, mais on rétrocède une partie de ce qu'on gagne. C'est ça ? Il y a une redistribution qui est faite de manière transparente. On sait quelles sont les règles du jeu parce que justement, ces règles, elles sont fixées par le smart contract. Le smart contract est ce programme qui est basé sur la blockchain et qui est en libre accès. On peut voir quelles sont très concrètement les règles qui vont régir les échanges. Voilà. Et alors, autre chose, on parle souvent du gaming, blockchain, métaverse, NFT, gaming. Et donc, quand je discute avec des gens dans le marketing et dans le business, ils me disent, enfin, nous, gaming, moi, j'aimerais vraiment qu'on fasse un focus, qu'on sorte de l'univers du gaming et que les gens comprennent qu'en fait, encore une fois, ce sont des écosystèmes qui sont émergents. On est en train de construire ces nouveaux usages, mais que le métaverse, on va y faire plein de choses et pas que du gaming. Et on peut dire, Claudia aussi, j'y pense, c'est que on parle de gaming, mais LVMH, donc avec sa marque Vuitton, a créé un jeu avec un petit avatar qui est un petit bonhomme qui circule dans un univers un peu féerique, etc., où on voit évidemment des valises, où on voit tous les objets de la marque Vuitton. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on parle de jeux vidéo qu'il faut être une entreprise dans le jeu vidéo pour se servir de ça. On peut aussi se servir du côté ludique du jeu quand on est une marque de montre, de voiture, est-ce que je sais. On peut aussi se dire, tiens, je vais faire un jeu, quelque chose de ludique pour amener mes gens, mais pour amener mes clients, pour amener mes prospects dans mon univers. Oui, aussi. Mais il y a aussi plein d'industries qui ne sont pas liées au luxe, au jeu et à l'expérience utilisateur business, mais qui vont devoir investir le métaverse pour développer les usages. Je pense aux cours, je pense aux salles de réunion. Et alors moi, j'ai des gens qui me disent « Oui, mais enfin, pourquoi j'irai acheter des baskets virtuelles? Je ne vais jamais les mettre. » Ok, mais quand on va faire nos réunions plus à travers Zoom, mais à travers un métaverse, on ne va pas y aller tout nu. Il va falloir s'habiller, comme dans la vraie vie. Bien sûr. En fait, là-dessus, je pense que les entreprises anticipent, imaginent anticiper toutes ces évolutions de la façon dont on va interagir socialement dans des espaces digitaux. Et toutes les initiatives qui sont portées aujourd'hui par des entreprises, qu'elles soient dans le luxe, dans le retail, la banque, n'importe quel type d'entreprise, ces initiatives dans le métaverse, aujourd'hui, elles vont servir de test pour ces entreprises, mais pas pour comprendre les usages de demain, mais pour commencer à forger des compétences, à forger leurs convictions sur comment la technologie fonctionne, qu'est-ce qu'on peut en faire éventuellement un coup marketing pour rappeler que Louis Vuitton, que ces entreprises sont dynamiques et qu'elles comprennent qu'il va y avoir des grands changements qui vont être opérés dans les années à venir. Mais aujourd'hui, elles doivent essayer d'anticiper justement ces changements. Et aujourd'hui, personne ne sait dire à 100%, à être 100% sûr de dire c'est exactement comme ça que ça va se passer. Et donc les entreprises aujourd'hui, elles vont
lancé tout un tas d'initiatives pour créer ces compétences dans le Web 3 parce qu'aujourd'hui elles ne les ont pas et elles estiment que ça va être absolument stratégique demain de savoir gérer ces nouvelles interactions parce qu'elles pressentent le fait que leur futur modèle économique devrait être basé sur ces nouvelles interactions. Je prends un exemple dans le retail, il y a des chaînes de supermarchés qui s'intéressent justement à tous ces nouveaux univers, au métaverse, etc. S'il y a des initiatives qui sont mises en place aujourd'hui, ça va être pour permettre d'insérer la marque dans un certain métaverse ou de faire la promotion de la marque, mais parce qu'elles anticipent que demain, avec mon avatar, je vais rentrer dans le métaverse, je vais me balader dans le supermarché de l'enseigne, acheter mon paquet de pâtes et mes sauces dans le supermarché virtuel, et 10 minutes plus tard, j'ai un livreur qui va me les apporter chez moi. Oui, on dit qu'Amazon développe un travail sur ce genre d'expérience, à savoir que si je fais ma commande Amazon, aujourd'hui demain je ne serai plus sur la plateforme classique, mais je vais entrer dans le métaverse comme si j'entrais dans un supermarché et faire mes achats parce que je vais pouvoir aller piocher ce dont j'ai besoin. Et là, on parlait, je pense que Diego, tu évoques la marque Gap, la fameuse marque de vêtements Gap qui vient de s'installer sur la blockchain, dont la fameuse Tezos, d'ailleurs la blockchain Tezos, sur laquelle tu as travaillé pas mal de temps. Et j'ai vu effectivement que Gap, au lieu de tout simplement dire nos pulls, nos vêtements seront pucés, vous pourrez les suivre, les traquer, etc. Au lieu de ça, non, ils créent des vêtements virtuels, donc du Gap virtuel que l'on pourra porter, en tout cas que chacun aura, que son avatar pourra porter. Tu as suivi ce projet justement, tu étais chez Tezos à l'époque? Alors, j'ai pas suivi spécifiquement ce projet-là, mais c'est un très bon exemple justement pour illustrer ce qu'on a aujourd'hui à un instant T vis-à-vis de cette initiative et ce sur quoi ça amène demain. Cette initiative de Gap, on imagine bien que c'est pas ça qui va complètement révolutionner le revenu de Gap sur 2021-2022. Leur modèle économique sera toujours basé sur leurs magasins, les ventes en e-commerce, etc. L'objectif de cette initiative est pour Gap de toucher potentiellement un nouveau public, donc des utilisateurs crypto-natifs qui aiment échanger des NFT, investir dans des NFT, etc. Et de façon générale, montrer un certain dynamisme au sein du marché de la distribution de vêtements, mais en anticipation du moment dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, où une grande partie des ventes de ces enseignes-là se feront de manière virtuelle dans un métaverse ou dans un univers qui sera régi par les règles du Web3, par la blockchain. Il y a 2 choses très intéressantes, je trouve. C'est d'abord l'anticipation. Et là, tu as raison, Gap ne gagnera pas d'argent, même peut-être dans les 5 prochaines années. Mais c'est pas le problème de Gap. Le problème, c'est que dans 5 ans, ils veulent être absolument positionnés sur les nouveaux moyens de vente, les nouveaux canaux de vente, etc. Donc tu as tout à fait raison. Et deuxième chose qu'on peut dire à tout le monde, et ça c'est vrai, au lieu de se concentrer, de se dire comment je vais intéresser mes clients actuels, ma communauté actuelle, eh bien intéressez-vous aussi à la communauté les gens qui ne vous connaissent pas encore. La toute nouvelle communauté des crypto-natifs, comme tu dis, donc effectivement a priori des gens plutôt jeunes, on l'estime entre 25 et 35 ans, même parfois 25-40, mais beaucoup de ces gens-là qui utilisent la crypto, qui comprennent cet univers et qui ne connaissent pas votre marque, et ben eux il faut aller les toucher directement. Et d'ailleurs ils sont très intéressés quand on adresse un message, quand on leur adresse un discours particulier, quand on leur parle de NFT, quand on leur parle de possibilités de retail dans cet univers. Oui. Diego, il y a aussi quelque chose que j'aimerais que tu développes, c'est le NFT. Ok, on a compris, traçabilité, authentification, identification. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de donner quelques exemples de business qui sont impactés par ça. Et je reprends l'exemple de la traçabilité des colis, parce que Dieu sait qu'aujourd'hui, des colis envoyés, il y en a beaucoup. Et donc, est-ce que tu peux justement nous parler de ça, de l'utilité d'utiliser cette technologie quand on a des colis à expédier? Ouais. Alors, avant même de parler de NFT, parmi les cas d'utilisation de la blockchain dans des industries entre guillemets grand public, la traçabilité et la supply chain
ont toujours fait partie des grandes promesses de la blockchain et des grandes promesses d'adoption de la blockchain pour des grandes entreprises. Quand je travaillais chez Capgemini, plus de la moitié des projets dont on faisait la promotion ou quand on allait faire la promotion de la technologie de la blockchain auprès de chefs d'entreprise, etc. L'un des premiers cas d'usage qui revenait le plus souvent était justement la traçabilité et le fait de représenter un objet ou une pièce détachée d'une chaîne de valeur via la blockchain. Et donc là, l'idée, c'est de prendre la blockchain comme infrastructure d'échange d'informations entre les acteurs qui sont impliqués dans la chaîne de valeur. Et donc aujourd'hui, plus on avance dans le temps, plus les chaînes logistiques sont complexes, avec de nombreux acteurs qui sont impliqués, et donc une nécessité d'avoir un moyen de s'échanger de la valeur de la donnée opérationnelle pour permettre à tous ces acteurs d'avoir de la visibilité sur la provenance du produit, une estimation de son temps d'arrivée, etc. Et donc là-dessus, il y a deux intérêts qu'on met en avant. Le premier, il est opérationnel, et donc ça, on a une entreprise comme Honest, une entreprise française, qui justement propose des applications de suivi de pièces de la chaîne de valeur à travers cette technologie des NFT. Et donc, l'idée est de dire, grâce aux NFT et grâce à l'utilisation de la blockchain et au fait d'utiliser cette infrastructure pour partager de la donnée opérationnelle que personne ne pourra contester au sein de la chaîne logistique, vous allez pouvoir améliorer la performance de votre chaîne logistique, diminuer certains coûts, être plus réactif et proposer vos produits à vos clients finaux plus rapidement. Oui. Et le deuxième intérêt, très rapidement, le deuxième intérêt que l'on met en avant, ça va être pour le consommateur final, pour qu'il soit certain des informations qu'on lui partage liées au produit, que ce soit la provenance, la constitution du produit, les ingrédients, les différentes parties qui sont utilisées pour fabriquer ce produit, et l'authentification de sa marque ou de son label. Ok, mais donc là, dans ce cas-là, ce sont des blockchains privées ou publiques? Alors, là-dessus, il y a différents modèles, et même historiquement, les entreprises se sont toujours plutôt plus intéressées à des technologies qu'on appelle blockchain privées, qui vont en fait être très simplement le fait de recréer une blockchain comme Bitcoin, comme Ethereum, mais au sein d'un cercle privé d'acteurs. Donc, on va fermer l'accès à cette blockchain aux acteurs qui sont impliqués dans la chaîne de valeur, et ce qui va permettre à ces acteurs de créer leurs propres règles pour interagir. Donc dire moi je suis l'entreprise qui se charge de la livraison, je vais avoir le droit d'inscrire sur la blockchain telle et telle information, de lire ces informations-là. Moi je suis l'entreprise qui gère les entrepôts, je vais avoir accès à d'autres informations et pouvoir écrire d'autres informations sur la blockchain. Voilà. Et donc historiquement, les entreprises se sont plutôt intéressées à des modèles privés. On a l'exemple de justement LVMH qui a lancé un consortium blockchain qui s'appelle Aura pour permettre aux acteurs du luxe d'avoir une infrastructure d'échange d'informations opérationnelles pour authentifier leurs produits de luxe. Mais on constate qu'aujourd'hui, la technologie blockchain publique qui évolue, qui est de plus en plus performante, qui propose de plus en plus de fonctionnalités, aujourd'hui est adaptée à ces usages également, et a pour principal avantage d'être disponible. On peut l'utiliser dès maintenant. On peut dire en plus que tu parlais de Aura avec LVMH. LVMH s'est même associé à son pire concurrent, Richemont, le groupe Richemont, pour faire marcher cette blockchain finalement. Voilà. Oui, dans ce cas-là, mais moi je me mets à la place du consommateur. Et je me dis, mais d'ailleurs, Carrefour a été pas mal controversé pour ça. Ils ont créé une blockchain privée pour la traçabilité des poulets bio. Okay. Ouais, ils ont utilisé une blockchain qui a été créée notamment par IBM et ils se sont joints au consortium. Ouais. Ok, mais c'est jamais que
moi, Carrefour, qui dit que mes poulets sont bio. En quoi est-ce que moi, consommateur, je peux avoir confiance en ça? Ce qui me rassurerait, c'est que ce soit une blockchain publique sur lequel tout le monde peut valider ou invalider, et donc confirmer que la certification et l'authentification du poulet bio est juste. Mais on peut peut-être juste expliquer que les gens découvrent peut-être qu'il existe des blockchains privées, parce que moi-même avant, pour moi une blockchain c'était Ethereum, Bitcoin, les grandes blockchains où il y a des validateurs dans le monde entier, il n'y a pas de tierce partie, il n'y a pas d'entreprise qui gère tout ça. En fait non, ce que tu dis c'est qu'on peut créer une blockchain au sein d'une entreprise. Alors créer une blockchain au sein d'une entreprise, ce serait pas forcément très intéressant, parce que justement l'idée d'une blockchain c'est de pouvoir intégrer différents acteurs qui fassent partie de la même industrie ou non, et ils vont utiliser cette blockchain comme infrastructure de partage d'informations et de données opérationnelles ou de données financières, ce qui va permettre d'instaurer de la confiance entre tous ces acteurs, parce que aucun d'entre eux va avoir la main pour pouvoir modifier de l'information. Et donc là, la notion qui est essentielle dans tout ce qui va concerner la traçabilité, etc., ça va être de dire on utilise la blockchain comme moyen de certifier le fait que l'information n'est non falsifiable, l'information est disponible, mais ça implique, au moment de capter la donnée, d'avoir et de mettre en place les bons mécanismes pour s'assurer qu'au moment où j'écris la donnée sur la blockchain, donc dire j'ai reçu tel colis à telle heure, à tel endroit, il faut que le moyen de capter cette donnée-là permette une certitude pour tous les acteurs que, effectivement, quand la donnée est captée, elle est vraie. Ouais, donc de manière triviale, comme dit Claudia, si Carrefour est seul sur la blockchain, ça n'a pas de sens parce qu'ils peuvent manipuler les données. En revanche, ce que tu dis, c'est que le mieux, ce serait finalement de faire une blockchain au sein d'une même industrie, d'inviter ses concurrents à dire faites cette blockchain avec nous, comme ça chacun se regarde en chien de faïence, et chacun se tient par la barbichette finalement, en disant cette blockchain on va la faire tous dans l'industrie, on va tous la gérer et personne ne pourra venir la frauder en fait. Alors justement ça c'est le modèle qui était pensé jusqu'à maintenant par notamment l'industrie du luxe. C'est ce que fait LVMH avec Aura, donc ce consortium qui réunit différents acteurs du luxe pour permettre de mettre en place une solution d'authentification de produits de luxe. Et ben on constate que ces initiatives-là, donc de consortium, finalement elles rencontrent pas mal de problèmes opérationnels pour effectivement être utilisées, pour embarquer de nouvelles entreprises, parce que justement ici ce qui est clé c'est la notion de gouvernance et le fait que tous les acteurs doivent se mettre d'accord sur des règles à respecter, doivent se mettre d'accord pour intégrer des nouvelles entreprises. Et en fait, on se rend compte que ça, c'est assez difficile parce qu'on a des intérêts qui vont être parfois divergents, parce que certaines entreprises ne vont pas être forcément d'accord pour intégrer leurs concurrents dans le consortium. Et c'est là où aujourd'hui, on se rend compte que c'est peut-être plus simple d'utiliser une blockchain publique sur laquelle on va mettre en place les bons mécanismes pour notamment rendre la donnée opérationnelle confidentielle, ou en restreindre l'accès au niveau du détail de ce qui est concerné par la donnée opérationnelle. Et je pense qu'on va se diriger de plus en plus vers des modèles type Honest, type Ariani, qui vont utiliser une technologie publique qui est disponible. C'est ça que je veux vraiment mettre en avant, c'est le fait que la blockchain publique, Tezos, Ethereum, Solana, c'est une technologie qui est disponible tout de suite pour commencer à développer dessus. Aujourd'hui, je veux mettre en place un système de traçabilité de mes produits. Je vais créer les mécanismes de captation de ma donnée opérationnelle, et ensuite je vais tout publier sur la blockchain Tezos, sur une blockchain publique, parce que c'est une infrastructure qui est disponible, et dès maintenant, je peux partager cette information à mes utilisateurs sans avoir besoin de me mettre d'accord avec toutes les parties prenantes. Ok, mais quand je t'entends, je me dis qu'en fait, ce sont de véritables transformations en entreprise, parce que utiliser cette technologie, ça veut dire qu'à tout niveau de la chaîne de production, de distribution, il doit y avoir de l'intégration de données, et donc de
de l'énergie humaine, en fait. Donc, ça veut dire que tous ces gens doivent comprendre, à tout niveau, intégrer cette technologie, l'appliquer et l'utiliser tous les jours. Et donc, ce sont de nouvelles compréhensions, de nouvelles habitudes. Et donc, il y a deux choses. Il y a des consultants comme toi, chez qui on arrive. Je prends un exemple, je suis HelloFresh, j'ai un problème de rassurer mes clients sur la traçabilité de mes produits, mais aussi de vérifier la livraison de mes colis. Donc, j'ai deux problèmes. J'arrive chez toi, tu m'accompagnes. OK. Très bien, tu me sors un projet, et puis après, je l'intègre, et là, il y a de l'accompagnement en entreprise, de chaque personne, avec de la transmission de savoir, et de la... Ouais, donc c'est des travaux colossaux. Tu vois, Claudia, là, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, Claudia. Là, ce que tu viens de me dire, c'est différent que ce dont on parlait au début de la conversation, qui était de dire, on a des entreprises qui arrivent et qui disent, comment je peux utiliser la blockchain, comment je peux utiliser les NFT. Et là, tu me parles d'une entreprise qui arrive avec un problème concret. De logistique. Un problème de logistique, un problème lié à ses consommateurs qui est réel, qui est palpable. Tu me dis, comment je peux régler ce problème? Je pense que la blockchain peut m'apporter des solutions. Comment est-ce qu'on peut faire? Et ben, cette démarche-là, elle est beaucoup plus efficace, elle est beaucoup plus pertinente qu'une entreprise qui arrive et qui dit, en gros, comment est-ce que je peux profiter de la blockchain, parce qu'une entreprise qui dit la blockchain, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je peux faire, on va bricoler quelque chose qui va correspondre plus ou moins à son activité, à son industrie. Alors que quand on base notre réflexion sur un besoin concret et de se dire on constate qu'il y a des initiatives, des cas d'usage de la blockchain qui ont déjà adressé ce besoin-là, où on imagine pouvoir construire une solution qui va répondre à ce besoin-là, et ben là, on est beaucoup plus pertinent dans notre approche et on a beaucoup plus de chances que ce projet aboutisse à quelque chose qui crée de la valeur. Et là, je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'en fait, il y a des tas de gens qui ont des besoins, mais qui ne font pas le lien avec la blockchain. Je te prends un exemple concret. J'ai une copine qui a une marque de bijoux et elle a fait un travail de développement durable autour de son produit, c'est-à-dire d'où provient l'or, qui travaille sur ses bijoux, ok, pas des enfants, etc. Puis à côté de ça, un travail sustainability sur le papier, du recyclable, livraison, bref, elle a fait tout ce travail sur cette chaîne de développement durable. Et donc, elle communique sur son Instagram. Ok, mais c'est jamais que toi qui dis que c'est comme ça. Moi, je suis consommateur, je suis pas obligée de te croire. Et donc, je lui dis, mais en fait, la blockchain répond à ton besoin. Mais en fait, elle n'a pas lié son besoin à la blockchain. Et je pense que, en fait, nous, dans le développement de ce podcast et dans tous les jours, répondre aux demandes qu'on a, c'est vraiment d'aller dire, ok, mais d'abord, identification du besoin, de la nécessité, et puis oui ou non, la blockchain peut répondre à ça. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein de gens qui commencent seulement à faire le lien, et on est à l'aube de milliers d'usages qui vont se transformer. Et là, je reviens sur ce qu'on a développé. Moi, j'aime bien aller injecter un peu de dynamisme et d'espoir dans le business, et dire aux gens, mais en fait, il y a des milliers de business à développer, pour autant que vous compreniez où sont les problèmes existants aujourd'hui dans les business existants, et la compréhension de la blockchain, ou pas la compréhension de la blockchain, aller chercher les bons consultants, Diego par exemple, pour justement aller analyser comment on peut répondre à ces besoins. Et en fait, oui, il y a un monde à construire. Ouais, c'est justement ça, c'est ça qui est extraordinaire avec la blockchain, c'est que on répond à la fois à des besoins très concrets qui existent aujourd'hui, donc comme le problème que tu soulignes par rapport à ta copine qui a une bijouterie et qui veut attester de la véracité des informations qu'elle partage liées à la provenance du matériel qu'elle utilise, des matières premières qu'elle utilise, etc. Mais on a aussi des usages complètement nouveaux et une technologie qui va créer des nouvelles industries, des nouveaux cas d'utilisation du digital, de l'art, du gaming. Et donc, c'est une technologie qui, à tout point de vue, transforme le business. Oui, c'est ça que je trouve extraordinaire. Tout à fait. Et donc, alors, par rapport à ça, aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, c'est aussi de dire, mais en fait, peut-être que tout seul, vous n'arrivez pas à réfléchir, mais il y a des gens qui peuvent vous accompagner dans la réflexion. En l'occurrence, toi, à quel moment, comment ça se passe ?
ok, je suis ma copine qui fait des bijoux ou je suis la CEO de chez HelloFresh, j'arrive chez toi à quel moment de ma réflexion? Comment ça se passe? Bah, moi, la façon dont je vois les choses, de toute façon, c'est que lorsqu'il est question d'accompagner une entreprise ou un projet autour de ces enjeux liés à la blockchain, moi, je comprends la technologie, je sais quelles sont les initiatives, les projets, les usages qui existent aujourd'hui, et donc ça peut servir de base pour une réflexion, mais le véritable expert de son métier, de son secteur, c'est l'entreprise qui me sollicite. Et donc l'idée va être de co-construire un plan, une approche, des convictions autour des sujets liés à la blockchain. Et donc je vais jamais proposer d'entrée des usages, un projet, une solution à une entreprise, parce que je vais pas maîtriser aussi bien ses besoins, son industrie, les spécificités de ses utilisateurs, de ses clients, etc. Et donc il y a une approche commune à construire pour s'assurer que on est les plus pertinents possibles dans notre démarche. Et donc l'idée, ça va être en permanence de construire ça ensemble. Et ça, c'est une approche qui provient de méthodologies un peu classiques dans la tech, donc l'agile, l'utilisation des Kanban, etc. Et où on va profiter d'une certaine complémentarité des profils des gens qui sont impliqués dans un projet pour s'assurer d'être le plus proche de ce que veut l'utilisateur, etc. Et même si on reprend encore de la hauteur sur les projets blockchain, c'est pas seulement au sein de l'entreprise qu'on va retrouver ce dialogue entre des profils et des compétences différentes. Les projets blockchain, ils impliquent nécessairement différents acteurs, différentes entreprises, et un projet blockchain, il est pertinent quand justement se mettent autour de la table toutes les entreprises qui sont impliquées et qu'elles réfléchissent ensemble à ce qui est pertinent pour elles d'explorer. Ouais. Donc dans la logistique, ce serait de dire on va mettre autour de la table le fournisseur de matières premières, le transporteur, l'entreprise qui gère les entrepôts, le distributeur, toutes les entreprises qui sont impliquées dans la chaîne de valeur. Oui, et pour les entreprises, ça doit être assez perturbant parce qu'elles ont, il y a quelques années, dû entamer une transformation digitale dont on a beaucoup parlé, sur lesquelles tu as travaillé, moi aussi d'ailleurs. Ça a bousculé beaucoup de choses dans les entreprises. Elles rentrent dans leur zone de confort après leur transformation digitale, et elles se rendent compte aujourd'hui qu'elles sont à l'aube d'une deuxième. Mais voilà, après, je pense que ça part aussi des besoins du consommateur, qui a besoin de transparence, d'être assuré, il a besoin de fiabilité. Donc c'est les usages du consommateur qui en fait accélèrent ces transformations. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on parle de révolution. Le Web 3, c'est la continuité justement du Web 2 et du Web 1 forcément, et ça correspond à un véritable besoin pour les utilisateurs. Oui, on parle même de nouvelles révolutions industrielles, c'est-à-dire que c'est même encore plus important que l'avènement de l'Internet finalement. C'est l'avènement d'une nouvelle façon de construire des entreprises, de s'adresser à des consommateurs, et c'est même une nouvelle façon de consommer. On a vu que le consommateur devenait lui-même acteur de sa consommation, pouvait lui-même engranger des revenus de sa participation à la consommation. En fait, il est vraiment partenaire d'une entreprise. Et puis il y a ces notions de décentralisation qui sont fondamentales. On en parlera plusieurs fois encore dans ce podcast, évidemment. Ouais. Mais je pense que on discute déjà depuis une bonne heure, et c'est passionnant. Et c'est passionnant, et on a appris beaucoup de choses, et j'aurais encore 1000 questions à te poser, Diego. Mais je pense qu'on peut maintenant. Moi, je voudrais juste, Diego, donc si les gens veulent te trouver, sur quels canaux est-ce qu'ils peuvent prendre contact? Ce qu'on peut se dire, c'est que je peux vous laisser mon adresse mail et la laisser dans le. On le mettra dans la description. Dans la description du podcast. Et effectivement, moi, je suis toujours hyper content déjà de pouvoir échanger sur ces sujets, parce que c'est des conversations qui sont toujours très intéressantes. On en apprend toujours, que ce soit sur la technologie ou sur des industries nouvelles. Donc, je suis toujours très intéressé pour
discuter de façon globale de tous ces sujets-là, et pour ensuite accompagner des entreprises dans leur prise en main de cette technologie de la blockchain et des usages liés au Web3. Super. Alors moi, je voudrais juste partager un podcast avec les auditeurs, un podcast qu'on trouve passionnant, sur lequel on parle de Web 3.0, NFT, etc. Je vous propose d'écouter les podcasts de Mathieu Stéphanie qui s'appelle Génération Do It Yourself, que vous trouvez évidemment sur toutes les bonnes plateformes de streaming, où il a notamment fait une interview de Nicolas Julia de chez Sorar qui est assez bluffante. Je vous invite vraiment à l'écouter, et d'ailleurs à écouter tous les podcasts de Génération Do It Yourself, pas seulement celui-là. Et aussi, alors je le dis vraiment, alors j'ai l'impression d'être passée de l'autre côté du miroir quand j'écoutais des podcasts et que le présentateur disait à la fin, voilà, mettez-moi des avis, allez cliquer sur les étoiles. En fait, je zappais tout simplement, et je vous demande de ne pas zapper, je vous demande vraiment d'aller mettre des avis, parce que maintenant que je suis de l'autre côté du miroir, on se rend compte évidemment que c'est ça qui nous fait monter dans les algorithmes, ces fameux algorithmes. Donc on a besoin d'abord de vous, partagez cet épisode, mais surtout mettez-nous des avis, allez cliquer sur les étoiles, dites-nous des choses gentilles, on sera ravis de l'entendre, et surtout ça fera plaisir aux algorithmes. Donc voilà. En tout cas, Diego, c'était un bonheur parce que j'ai appris de nouveau plein de trucs. La marketeuse business que je suis a pu transformer le langage d'un ingénieur en quelque chose de compréhensible, donc c'est super. Benjamin, merci. Merci à toi, Diego, pour tous ces éclairages. C'est vrai que je trouve que ça concerne tellement de secteurs. Il y a tellement de possibilités offertes par le Web3 que tu as donné quelques éclairages, des cas très concrets, et dire aux entreprises, voyez, il y a beaucoup de choses à faire, mais allez consulter des spécialistes, même très tôt dans le projet, qu'on puisse déjà éclairer le chemin. Super. Merci. Merci à vous, merci de m'avoir reçu, et effectivement c'est un plaisir de pouvoir discuter de tout ça en profondeur. Super, merci beaucoup. À bientôt, très bonne journée. Merci, à bientôt. Au revoir.